soirée. Je remercie particulièrement tous ceux qui nous ont aidés à l'organisation de cette soirée. Caroline Roland, assistante parlementaire de Michel Dantin. Les élus municipaux, Dominique Mornan, en charge de la famille et des personnes âgées, Delphine Labattu, qui sont dans cette salle, donc merci à vous. Les services de la mairie, particulièrement le service du protocole. Je remercie également Mathilde Sanzoni, présidente de l'Union départementale des associations familiales. Également... Là, c'est une table ronde pour évoquer les futures élections européennes, puisqu'elles ont lieu dans quelques mois maintenant, et donc pour évoquer tous les enjeux, tout ce qui peut concerner la famille dans le cadre de la vie parlementaire, de la vie du Parlement européen, je veux dire, et de la vie européenne, tout simplement. On va rester sur l'histoire de la famille avant d'arriver sur les élections. Là, ce que vous dites, on va dire que tout le monde est d'accord, parce que tout le monde a envie d'une famille. Mais la question, vous le savez, c'est quelle famille? Et semble-t-il, est-ce que vous êtes toujours opposé finalement à ces familles qui ne seraient pas, où il n'y aurait pas un homme et une femme? Alors, on n'a jamais dit qu'on était opposé à qui que ce soit, et on a même toujours dit que oui, effectivement, même si 75% des enfants en France aujourd'hui sont élevés par leur père et mère, il y a bien sûr, malheureusement, des familles dans lesquelles il n'y a pas de père ou de mère parce que ils peuvent être partis, parce qu'il y a eu des difficultés familiales, parce que le père ou la mère sont morts. Et on sait bien, évidemment, qu'il y a des familles monoparentales, des familles recomposées, et puis aussi des contextes dans lesquels l'enfant est élevé par 2 hommes ou 2 femmes. Mais de manière générale, même dans ce cas-là, l'enfant connaît son père et sa mère, puisque c'est souvent, en fait, à l'issue d'une union précédente qu'il y a une recomposition autour de l'enfant et que l'enfant est élevé par l'un de ses parents et en l'occurrence un conjoint de même sexe. Mais en quoi ça poserait problème là? C'est quand même ça la pierre angulaire de votre combat. Non, pas du tout, pardonnez-moi. La réalité que je décris, c'est la réalité, ce sont les faits et nul, c'est incontestable, nul n'a à contester quoi que ce soit. Ce que nous contestons en revanche, et ça c'est le point, la question qui nous est posée sur la question de la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes ou les femmes seules, c'est de savoir si la société, le législateur, l'État pourrait décider dès avant la conception de l'enfant de le priver, donc volontairement, d'un père. Il s'agirait de faire volontairement des enfants de pères inconnus et qui jamais n'auront de papa, jamais dans leur vie. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Ce n'est pas les modes de vie, c'est vraiment la responsabilité de la société quant à la filiation de l'enfant, quant à la connaissance de ses origines et quant à la possibilité pour lui de connaître, d'être entouré de son père et d'avoir la chance de vivre ce qu'est l'amour paternel, l'amour d'un père. Nous n'avons absolument jamais, contrairement à ce que malheureusement j'entends trop souvent, nous n'avons jamais dit quoi que ce soit contre les personnes homosexuelles. Ça n'est pas notre sujet, ça n'est pas le... Vous avez milité contre cette loi quand même. Alors, le mariage de 2 personnes de même sexe, et nous le constatons aujourd'hui, et Libération disait il y a quelques jours que la Manif pour tous avait raison, surtout, je cite Libération, en avril dernier, le mariage, c'est pour fonder une famille. Qu'on le veuille ou non, c'est ça la réalité du mariage. Il y a des exceptions, c'est vrai, mais ce sont des exceptions qui confirment la règle générale. Or, 2 hommes ou 2 femmes ne peuvent pas fonder une famille, sauf à recourir à la procréation médicalement assistée avec apport de sperme anonyme, ou sauf à recourir à la gestation pour autrui. Autrement dit, nous avons toujours dit que le motif de notre opposition au mariage de personnes de même sexe, c'était que derrière, nous aurions la revendication, et on le voit bien, de la PMA, en l'absence de père pour l'enfant, et de la gestation pour autrui, de la pratique des mères porteuses. C'est que Jean-Marie Andrès, vous avez raison, s'est exprimé dans le cadre d'une université d'été dans laquelle il intervenait. Dans nos événements interviennent des personnes qui sont d'accord avec nous ou pas d'accord avec nous. Nous avions aussi à cette même université d'été le politologue Dominique Régnier, qui est le directeur de la Fondapol. Il est lui très favorable, en tout cas à la PMA en l'absence de père pour l'enfant. Néanmoins, il s'est exprimé. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque intervenant est responsable de ce qu'il dit. Moi, je n'ai pas
à assumer les propos qu'un tel ou un tel tient, ou alors on n'invite plus personne. Nous n'avons jamais mené de campagne électorale, nous ne briguons aucun mandat électif et ce ne sera jamais le cas. Et pourquoi? Parce que ce que nous défendons et ce pourquoi nous faisons campagne, c'est pour les droits de l'enfant, c'est pour la famille. Et la famille, elle n'est pas de droite ou de gauche. Et tout à l'heure, vous évoquiez des partis de droite, mais en fait, c'est Sens commun, qui n'est pas une création de la Manif pour tous, hein, qui est indépendant. Effectivement, vous avez raison, chez les Républicains, notamment, il y a eu la création de Sens commun. Mais voilà, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, moi, je ne fais campagne, et nous ne faisons campagne, la Manif pour tous, pour aucun parti politique, aucun homme politique et dans le cadre d'aucune élection. Merci beaucoup. Je vous en prie. Dans le cadre de la Manif pour tous, à l'occasion des élections européennes, pour faire signer, comme on l'avait fait au sein des municipales, pour faire signer un engagement aux candidats européens sur la famille, les principes européens de la famille et de l'enfant. Dans la suite et dans la foulée, il est apparu clair à Ludovine de la Rochère qu'il ne fallait pas s'arrêter là et qu'il fallait continuer à s'installer clairement au niveau du Parlement européen. C'est donc en décembre 2014 qu'a été constituée l'ONG Europe for Family sous la forme d'une ASBL, statut juridique belge, qui est enregistrée auprès du Parlement européen dans ce qu'on appelle le registre de transparence du Parlement européen, c'est-à-dire un registre tout à fait officiel et qui nous permet d'intervenir dans ce Parlement. Nous travaillons bien sûr avec diverses organisations pro-famille en Europe, comme par exemple la FFC et comme d'autres bien sûr. Nous sommes, alors ça c'est très important, nous sommes indépendants de tout parti politique, donc nous sommes apartisans et non pas apolitiques, apartisans. Nous n'avons qu'un seul parti, la famille, et nous sommes indépendants de toute organisation religieuse, même si nous avons à titre personnel un certain nombre de convictions. Nous sommes indépendants de tout parti politique, donc nous sommes apartisans et non pas apolitiques, apartisans. Nous n'avons qu'un seul parti, la famille. Dans le contexte de l'Europe. Donc la Cour européenne des droits de l'homme, elle a dit la gestation pour autrui, les pays choisissent s'ils peuvent, s'ils l'interdisent ou la légalisent. En revanche, elle a dit, elle a obligé la France, après une décision de 2014, donc il y en a eu d'autres qui ont suivi, elle a condamné la France, qui, parce qu'elle interdit la GPA, refusait de reconnaître les effets de la GPA, et donc refusait de reconnaître la filiation de l'enfant des GPA à l'étranger. Eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme a obligé, et maintenant la France l'applique, à reconnaître, et donc à transcrire à l'état civil français, la filiation d'un enfant des GPA avec son père biologique. En général, dans le cadre d'une GPA, il y a bien une relation biologique entre l'enfant et l'homme du couple. Que l'autre soit un homme ou une femme, il y a en général l'homme ou l'un des hommes et bien le père. Et la Cour européenne des droits de l'homme avait également condamné l'Italie parce que l'Italie avait pris en 2015, enfin c'était une affaire de 2015, avait repéré un enfant des GPA élevé par un couple italien. La CEDH avait enlevé cet enfant et l'avait confié à l'adoption, en conséquence de quoi ce couple en question de parents commanditaires d'enfants des GPA a fait un recours devant la CEDH qui avait condamné l'Italie. Mais l'Italie, au contraire de la France, a fait appel, a gagné, et donc maintenant l'Italie est très tranquille. La Cour européenne des droits de l'homme l'autorise à confier à l'adoption les enfants des GPA. Croyez-moi qu'en Italie, il n'y a plus de GPA, c'est terminé. Tandis que nous continuons. Et nous continuons parce qu'ensuite la Cour de cassation a validé encore d'autres avancées, moi je dirais plutôt recul, dans ce domaine-là.